Hello tout le monde, c'est Atreide, votre conseiller en investissement financier certifié en France, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est extrêmement importante dans le contexte qu'on vit actuellement. Je parle pas de la géopolitique, je parle plutôt de ce qu'on trouve sur YouTube et partout où tout le monde fait des vidéos putaclic pour attirer les abonnés, attirer des vues, jouer sur les peurs des gens en disant qu'on va rentrer en bear market, qu'il va se passer ci, etc., etc. Et tout ça est complètement faux. On va rentrer dans cette vidéo, on va avoir des données qui sont hyper objectives, qui ne peuvent pas être niées, qui vont te donner exactement le sens dans lequel le marché va aller. Et tout ceci va permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce marché très vicieux de la crypto. On va parler Bitcoin, on va parler Ethereum, on va parler Dark Pool, on va parler exposition gamma, on va parler options. On va regarder ce qui se passe un petit peu dans l'envers du décor, parce que ce qu'on vous montre sur la toile, c'est-à-dire ça, des graphiques, c'est ce qu'il faut prendre en dernier. Ce qu'il faut prendre bien avant l'analyse technique, c'est l'analyse fondamentale, c'est l'analyse de la macroéconomie et l'analyse financière. Est-ce qu'il y a de la liquidité qui arrive sur le marché ? Où est-ce qu'elle va? Quels sont les paris que les très gros joueurs prennent sur des plateformes auxquelles vous n'avez pas accès parce que vous n'êtes pas des professionnels? Quand je dis vous, ce sont actuellement tous les youtubeurs qui jouent sur la peur des gens et qui n'ont pas les compétences pour conseiller des personnes physiques ou morales en termes d'investissement, mais également vous qui regardez la vidéo et qui forcément, c'est pas votre métier, vous n'avez pas les compétences pour, ça tombe bien, moi je les ai et je vais tout vous expliquer. Donc avant qu'on commence, abonne-toi, je fais entre 2 et 3 vidéos par semaine et tout ceci va te permettre d'y voir beaucoup plus clair pour la suite du marché et éviter de cramer tout ton compte et perdre tout ton argent. J'en profite pour rappeler que les inscriptions au groupe privé Millennium sont closes. J'avais prévenu depuis des semaines que ça allait être clôturé, donc on a clôturé à 500 membres l'abonnement à la plateforme privée. Donc pour l'instant, tout ceci n'est plus accessible. On verra dans le futur si on réouvre les accès, mais pour l'instant, en tout cas, plus personne ne peut rejoindre notre groupe privé pour pouvoir bénéficier de toutes nos analyses en temps réel, répondre aux questions, etc., etc. Donc si tu veux être au courant de quand on réouvrira, si on réouvre, abonne-toi à la chaîne, suis les vidéos, et dès qu'on donnera le feu vert, tu seras bien placé pour rentrer toi aussi dans ce groupe privé VIP, dans lequel on donne absolument tout à notre communauté. On est parti pour la vidéo, et on va commencer par le narratif du moment, qui est la guerre entre l'Iran et Israël. Ce qui se passe niveau géopolitique, on a vu que la semaine dernière, on a eu un dip. On commence à voir qu'on recover, mais ce qui est important, c'est pas l'analyse technique, comme on vient de le voir, ce qui est important, c'est des données, des probabilités qu'on a de partir plus bas ou partir plus haut. Et pour cela, on va prendre quelques données. La première, on va partir sur le marché action, le S&P 500. Pourquoi? Parce que vous le savez, le S&P 500, c'est l'indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et donc, c'est l'indice boursier en termes d'actifs à risque qui est le plus capitalisé au monde. Donc, c'est lui qui lead tous les mouvements de ce qui se passe sur les actifs à risque. On a ensuite le Nasdaq, auquel est très fortement corrélée la crypto. C'est normal parce que le Nasdaq est un indice boursier au niveau des actions de sociétés cotées américaines, mais qui lui est plutôt orienté tech avec les 100 entreprises de la tech les plus capitalisées aux États-Unis. Donc forcément, Bitcoin, qui est une valeur technologique jusqu'à preuve du contraire, suit énormément le Nasdaq. Les altcoins suivent le Bitcoin, donc on a un peu ces mouvements en cascade. Et donc pour comprendre ce qui va se passer sur Bitcoin et sur les alts, il faut regarder le marché traditionnel. Et on va commencer par un petit cours d'histoire de ce qui s'est passé au niveau économique à chaque fois qu'on a eu une guerre. Et donc je t'ai noté ici, à chaque fois qu'on a eu un conflit dans l'histoire récente de l'homme, ce que le marché a fait. Donc ce qui va être très intéressant pour sortir des probabilités, ça va être de prendre toutes les fois où on a eu une guerre qui s'est déclenchée au niveau mondial, si possible une guerre dans laquelle les États-Unis pouvaient être partis à la guerre, dans un contexte macroéconomique où on était bullish. Vous le savez, la macro est bull à l'heure actuelle. On a des taux d'intérêt qui sont fixés, qui ont été plafonnés, qui sont en train de descendre. On a une inflation qui est clairement sous contrôle. On a un chômage qui, pour l'instant, est clairement sous contrôle également. Donc, on n'a pas une macroéconomie bearish. La macroéconomie est toujours bull. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est regarder à chaque fois dans l'histoire qu'on a eu une guerre, un conflit armé, et si possible, un conflit dans lequel les États-Unis pouvaient être partis, ce qui s'est passé à chaque fois qu'on était bull. Et donc, on peut commencer avec le plus récent, c'est le soutien à Israël dans toutes les guerres qu'il est en train de mener. Ça a commencé par Gaza en 2023, ça continue ici avec l'Iran, entre guillemets, entre-temps, il y a eu la Cisjordanie, il y a eu le Liban dans lequel il y a eu des frappes, et tu peux voir que dans une macro où on a été bull, on a eu certes des réactions de marché au début des news où on a eu un petit dip, ce qui est normal, mais ensuite le marché a totalement suivi la macroéconomie et a été haussier. Si on remonte dans le temps, la guerre la plus proche, c'était l'invasion de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine, par contre, on ne peut pas la prendre en considération parce qu'elle a commencé alors qu'on était déjà en bear market. Donc forcément, vu qu'on est en bear market, le marché continue à baisser. C'est pas un bon exemple, mais c'est pour te montrer que justement, il faut prendre les exemples qui sont dans la même macro que la nôtre pour comprendre ce qui se passe. Si on remonte, on a eu le bombardement au Yémen ici en 2017 par les États-Unis. On a un petit dip une fois qu'on a la news et ensuite le marché reprend ses droits
on est bullish, de la liquidité arrive sur les marchés et donc on repart plus haut. Idem ici pour l'Afghanistan en 2015-2016, on a un dip parce que forcément la nouvelle ne fait pas plaisir. Il y a des peurs de marché certes, mais le marché reprend ses droits. Si on retourne encore plus en arrière, on a l'intervention en Libye juste ici qui a posé le bottom du marché et on part plus loin. Si on remonte encore plus loin, on a eu les bombardements au Pakistan ici en 2004 qui ont posé le bottom de marché, l'invasion en Irak en 2003 qui a posé le bottom de marché, et si on remonte, c'est toujours pareil. Donc statistiquement, quand on était bullish au niveau de la macroéconomie, ces news bearish ont posé le bottom local de marché. Ça n'a pas déclenché un bear market, loin de là. Donc statistiquement, il n'y a aucune raison que le conflit actuel, qui n'a pas commencé aujourd'hui mais qui est là depuis des années, mais ça c'est de l'histoire, c'est de la géopolitique, on ne rentre pas là-dedans, on parle d'économie, donc on ne va pas rentrer dans ces genres de sujets. Historiquement, quand on était bullish, ça a posé les bottoms de marché. Si on prend quelques données, et je les prends ici sur Word parce que mon TradingView il a un petit problème, je ne peux plus coller des images dessus, c'est la même chose. Les réactions du marché durant les invasions et les guerres sont les suivantes. Quand on n'était pas en bear market, 91, il faut acheter l'invasion. 64, il faut acheter l'invasion. 2003, il faut acheter l'invasion. 2014, pareil. 2022, non, parce qu'on est en bear market, et 2001, on était en bear market, donc non. Donc les 4 fois où on était bull au niveau de la macro, l'invasion et la déclaration de la guerre a posé le bottom local de marché. Si on regarde une autre infographie, ici, c'est quasiment pareil. Tu as toutes les guerres depuis justement les années 30-40, et si on regarde l'histoire de l'homme ici, à partir plutôt des années 2000, tu as donc la guerre ici qui est déclarée, tu as le nombre de jours qu'il faut pour recover justement du dip qui a eu lieu, donc il y a la panique, et ensuite combien de jours est-ce qu'il faut pour recover justement de cette panique-là, tu peux voir que même depuis les attaques du 11 septembre, on n'a pas énormément de jours pour recover. Le 11 septembre, c'était quelque chose d'incroyable. C'était quelque chose d'incroyable qui a vraiment fait plonger les marchés. Il a fallu à peine un mois pour que le marché recover du dip qui a eu lieu. La guerre en Irak, tout ce qui s'en est suivi, on l'a vu depuis 2011, 2014, 2016, quasiment entre 0 jours et 17, voire même 39 jours maximum, avec un dip qui a été de moins 7% maximum. Donc on peut voir que justement ces guerres ne viennent pas initier des bear markets, ne viennent pas initier des tops de marché, mais viennent initier des bottoms de marché. Et c'est pour ça que dans ces genres de cas, il ne faut pas paniquer, ne prenez pas vos émotions, votre peur, gardez uniquement les données à disposition. Ce qui est intéressant, c'est cette infographie juste ici également qui indique combien de fois depuis 1980 les mois de l'année ont posé un top de marché. Et tu peux voir directement que juin, c'est le seul mois qui n'a jamais posé de top de marché depuis 1980. Donc quelles sont les chances à l'heure actuelle que juin soit le top du marché en 2025 ? 0%. Par contre, tu peux voir que les probabilités, c'est comme on a vu dans les dernières vidéos, et si tu les as pas vues, je t'invite à aller les voir, c'est qu'on a énormément de chances, d'après la cyclicité, de venir poser un top de marché entre octobre et décembre, avec 53% de chances qu'on le pose en décembre, qu'on pose cette fameuse structure en double top, qui est cette euphorie de marché, des prix totalement démentiels, que les retail, les tout nouveaux qui rentrent sur le marché arrivent et achètent ce que les gens vont vendre. Donc niveau statistique, et tu commences à le voir ce lundi parce que forcément le marché reprend des couleurs, on a 0% de chance, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, qu'on pose un top en juin. 0% de chance et 0% de chance qu'on le pose avec justement une guerre. Alors que la guerre, historiquement, en bull run, a posé des bottoms locaux. Les données qu'il faut ensuite regarder sur Bitcoin sont les données liées à la liquidité. Est-ce que de la liquidité rentre sur les marchés à risque? Et pour ça, on a deux indicateurs pour le voir. On a d'abord la M2 Money Supply, où tu peux voir qu'ici, on est toujours sur une création monétaire qui est énorme depuis le bottom juste ici, qui correspond au bottom de liquidité juste là. Alors forcément, oui, on a la géopolitique qui vient un tout petit peu chambouler à quelques jours près ce qui se passe au niveau des graphes, mais les marchés reprennent toujours leurs droits. Donc on va avoir un rattrapage qui va être très important, qui va être très haussier directement, alors que tout le monde commence justement à avoir un biais qui est bearish. Et ça, on en a besoin. On en a besoin, pourquoi ? Parce que beaucoup de monde à l'heure actuelle voit une structure en double top, juste ici, un peu comme celle de 2021, qu'il compare à tort, bien entendu. Et donc tout ça initie énormément de personnes qui sont bearish, qui se disent il y a un conflit armé, c'est forcément que le prix va partir plus bas. Et du coup, ça nourrit quoi ? Ça nourrit des shorts. Beaucoup de gens sont en train de parier à la baisse juste ici, à tort, on le répète, parce que la macroéconomie est toujours bullish. La liquidité rentre énormément sur le marché, et même si on prend un deuxième indicateur de liquidité qui est la Global Liquidity Index, qu'on prend en weekly ou qu'on prenne en daily, on a toujours justement une liquidité qui est croissante sur le marché
des actifs à risque, et donc on va clairement avoir une rupture ici des plus hauts. Ça, on peut le voir grâce à la liquidité, mais on peut le voir également grâce à d'autres facteurs qui sont les dark. Je le répète, c'est une donnée que je montre avant tout à mon groupe privé et que je vous montrerai toujours en retard ici. Ce sont les très gros ordres en milliards de dollars qui sont pris sur des plateformes qui ne sont pas accessibles au public. Et ce qu'on peut voir, parce que ça a 24 heures de délai au niveau des dark pools ici, la chart, c'est qu'il y a un gros mur ici. Il y a toujours eu un gros mur au niveau des 104 800 qui protège le prix et dans lequel il y a une accumulation extrêmement forte qui se fait. Et cette accumulation, elle se voit clairement sur le prix. À chaque fois qu'on vient dipper dedans, on est rejeté parce qu'il y a beaucoup d'achats qui se font juste ici. Donc il faut se poser la question. Si ceux qui font la pluie et le beau temps sur ce marché, qui ont de quoi mettre des milliards et des milliards et des milliards sur Bitcoin et sur les alts, s'ils achètent à ces niveaux, est-ce qu'ils vont vraiment le faire pour vendre et être perdants, ou est-ce qu'ils vont le faire pour justement pousser les prix plus haut? Je laisserai chacun libre de poser sa propre conclusion, mais la mienne en tout cas est posée. Juste avant de parler d'Ethereum, j'aimerais faire un petit point très bref sur le marché options. Je vais faire des vidéos dédiées là-dessus parce que c'est un sujet qui est hyper complexe, mais il faut regarder ce qui se passe sur le marché options. Donc sur le graphique ici, tu as les dates, d'ailleurs en dessous, c'est pas le prix, hein, ce sont les dates qu'il faut lire à l'envers parce que c'est justement à l'américaine. Tu as d'abord l'année 2025, donc 25, le mois 06 juin et le jour ensuite 16, donc 16 juin. Et donc on peut voir que les expirations au niveau des options ici pour le 27 juin prochain, donc vendredi de la semaine prochaine, pas ce vendredi là mais la semaine prochaine, on a un open interest sur les options qui est énormissime. On a pour quasiment 14,09 milliards de dollars d'expiration en termes d'options. Donc les options, c'est quoi? C'est simplement un pari qu'une institution, qu'un particulier, qu'une entreprise peut faire par rapport au prix d'un actif futur. Donc en fait, c'est l'arme ultime des spéculateurs parce que ça permet d'avoir du levier énorme. J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais ça permet surtout de ne pas détenir l'actif sous-jacent. Donc c'est-à-dire que moi, à trade, je peux arriver et dire, je vais parier que le 27 juin prochain, Bitcoin sera au-dessus d'un prix X. Je vais donc miser de l'argent dessus, et si Bitcoin est au-dessus de ce prix dans cette date d'expiration maximale, je vais gagner beaucoup d'argent. Schématiquement, c'est ça que ça veut dire. Et donc forcément, il y a des gens qui parient à la hausse et des gens qui parient à la baisse. Et donc tu as cette ligne verte qui représente les gens à la hausse et cette ligne rouge qui représente les gens à la baisse. Et donc tu peux voir que pour le 27 juin prochain, il y a pas mal de grosses institutions qui sont plutôt bullish sur le prix que Bitcoin aura. Et on va voir justement le prix que Bitcoin va avoir. Là où ça se joue, c'est que tu te doutes bien que si les institutions peuvent parier pour quasiment 14 milliards de dollars, ces mêmes institutions ont encore des liquidités pour tenter de pousser le Bitcoin dans des prix qui vont l'arranger pour pas perdre de l'argent et au contraire pouvoir avoir leur Bitcoin. Là où ça va se jouer, c'est le facteur suivant. On va voir à quel prix les institutions parient que Bitcoin va être la semaine prochaine, vendredi, à la fin juin. Et ce qui se joue, c'est deux facteurs. Premier facteur, c'est qu'on peut possiblement anticiper que justement le prix soit poussé pour aller faire perdre tous ces gens-là qui ont parié à la baisse et faire gagner ces gens-là qui ont parié à la hausse. On le rappelle, ces gens-là qui ont parié à la hausse peuvent manipuler le prix, peuvent le pousser beaucoup plus haut. Et quand on regarde au niveau de Deribit, qui est un échangeur principal pour les options de Bitcoin, on peut regarder le prix actuel qui est de 107 280 à peu près à l'heure où je fais cette vidéo. Et tu peux voir que beaucoup de personnes parient que Bitcoin va être à 100 000 dollars, à 97 000, etc. Mais que énormément d'institutions sont plutôt bullish et parient énormément sur le fait que Bitcoin va être beaucoup plus haut. Et si on regarde les prix, on peut voir que l'énorme masse parie que Bitcoin sera entre 115 000 et 140 000 dollars le vendredi 27 juin prochain. Donc je vais laisser une note ouverte parce que chacun pourra poser sa réflexion et je vous invite à réagir en commentaire. Est-ce qu'on peut se dire deux réflexions? Première réflexion, c'est est-ce que ces très grosses institutions qui parient énormément d'argent, on le rappelle, hein, quasiment 14 milliards d'open interest ouverts par rapport à cette échéance, est-ce qu'on peut partir du principe que ces grosses institutions vont pousser le marché plus haut pour ne pas perdre leur pari? Oui ou non? Deuxième question, est-ce qu'on peut se dire que si justement on atteint ces prix et que du coup elles gagnent leur pari, est-ce qu'on peut imaginer que ces grosses institutions vont exercer une pression baissière et que du coup on va avoir une très grosse correction? Parce que je le rappelle, l'option permet un droit. Elle permet d'acquérir les bitcoins si jamais vous remportez la mise. C'est-à-dire que moi, institution, je vais parier qu'au 27 juin prochain, Bitcoin va valoir 120 000. Donc j'ai un call, je parie que le Bitcoin vaudra plus cher que ce qu'il vaut actuellement. Si jamais le Bitcoin est en dessous, je peux ne pas réaliser mon call, c'est-à-dire que je peux ne pas acquérir l'option auprès de la personne qui m'a proposé les Bitcoins. Donc ce que je vais lui payer, c'est ce qu'on appelle un premium, c'est-à-dire que je vais payer un coût pour maintenir le contrat. Et à la fin, si jamais je ne veux pas m'exécuter, pour ne pas prendre la perte, eh ben je dis je ne prends pas les Bitcoins, et du coup j'aurais payé uniquement le premium à la personne qui m'a proposé le contrat. Par contre, si jamais le Bitcoin est bien au-dessus de 120 000, par exemple 130 000, je peux exercer mon droit d'acquérir les Bitcoins.
Et forcément, je vais le faire, parce que j'ai parié que ça allait valoir beaucoup plus que 120 000. Donc moi, j'ai payé un premium au vendeur, durant tout le temps durant lequel j'ai maintenu mon option. Donc forcément, vu que je suis un pur spéculateur, mon but, ça va être d'acquérir mon Bitcoin à 130 000 pour le vendre et réaliser la plus-value. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que si Bitcoin arrive à 115, 120, 125, 130 000 $, et que tous ces gens gagnent leur call, et donc acquièrent leur Bitcoin, est-ce que à partir de la fin juin, ça peut exercer une pression baissière sur le prix? Parce que je rappelle, on a, selon Deribit, selon CoinGlass et tous ces sites qui sont quand même très légitimes en manière de data, on a 14 milliards dont tu peux le voir, à peu près 70% sont des calls. Donc 70% de 14 milliards sont des gens qui vont recevoir de l'argent. Et donc si on fait le calcul, ça fait à peu près 9,8 milliards de dollars de gens qui vont recevoir du Bitcoin si jamais on atteint des prix qui sont au-dessus des paris qui sont effectués. Donc ça pourrait quand même effectuer une pression baissière momentanée sur Bitcoin. La dernière fois que c'est arrivé, je ne vais pas prendre les données parce que là je les ai pas sous la main donc ça prendrait trop de temps de les chercher. La dernière fois que c'est arrivé, c'était juste ici. Juste ici, on avait un énorme open interest d'environ 10 milliards de dollars sur Bitcoin avec des paris que Bitcoin allait être au moins au-dessus de 102, 103 000 $. Au niveau de l'échéance, ça s'est justement passé. Et donc tous ceux qui avaient effectué un call ont reçu leur Bitcoin. Il y avait quasiment, je crois sur les 10 milliards, il y avait quasiment 6 milliards 5, 7 milliards de gens qui avaient parié à la hausse. Donc il y avait pour 6 à 7 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été mis dans les mains de ces personnes qui avaient spéculé à la hausse. Et donc ces gens ont fait quoi? Ont pu exercer une pression baissière. Allez savoir si c'était une manipulation du prix pour aller chercher les objectifs juste ici, ou si ces gens ont clairement entraîné juste là un dip qui a été immédiatement racheté. Donc est-ce qu'on pourra avoir la même chose d'ici fin juin, début juillet? Je laisse la section commentaires ouverte. Ceux qui connaissent un petit peu le marché des options, donnez-moi votre avis. Moi j'ai le mien que je communiquerai uniquement au groupe privé, bien entendu, pour pouvoir anticiper possiblement une prochaine correction cet été. Quand on regarde également ce qui se passe au niveau des ETF, typiquement celui de Grayscale qui est juste ici, on peut voir que l'ETF Grayscale cote à l'heure actuelle à 46,61 $ environ. Et ce qui est super intéressant, c'est quand on regarde également au niveau des options sous les ETF et pas sur Bitcoin directement, ce qui se passe au niveau des gamma. On a quelque chose d'assez simple, c'est qu'on a énormément de monde qui parie également à la hausse sur les ETF Bitcoin avec un Grayscale qui atteindrait les 50 $ de valorisation, ce qui fait depuis ici une hausse d'environ 7,45%. Donc on peut voir que tant sur les ETF Bitcoin que sur Bitcoin lui-même, que sur justement les probabilités que la guerre pose un bottom local, qu'on a énormément de liquidations plus haut, qu'on a un mois de juin qui n'a jamais posé un top, on a quand même énormément de data macroéconomique, financière, de liquidité, technique également, qui nous indique qu'on ne va pas du tout être baissier sur Bitcoin. La conclusion, elle est claire. Elle est sans appel. On ne va pas être baissier sur Bitcoin durant cette fin juin. Au contraire, on va être très haussier. Concernant Ethereum, c'est tout pareil. On a un gros range sur Ethereum que je vais afficher dans quelques minutes. Mais ce que j'aimerais vous afficher d'abord, c'est ce qui se passe sur les dark pools. Et ce qui se passe sur les dark pools, je ne montrerai pas cette donnée très souvent. C'est qu'on a une énorme accumulation qui se fait dans le range. Ici, on est sur un des ETF qui s'appelle ETHU, que vous pouvez retrouver sur le TradingView. Et tu peux voir qu'ici, on est clairement dans ce gros range qu'on connaît actuellement sur Ethereum. Et on a énormément de positions, dont les plus grosses qui se sont jamais ouvertes sur l'ETF, qui se font à l'accumulation, à l'achat sur ETH. Donc de nouveau, les très gros prennent des paris et les paris, on peut les ressentir directement grâce aux options également. Si on prend le marché options pour Ethereum, on peut voir qu'au 27 juin également, à la fin de ce mois, on a quasiment 2,34 milliards d'open interest qui vont se clôturer sur Ethereum, avec encore une fois à peu près 2 tiers d'institutions qui sont à l'achat et qui parient pour un prix plus haut. Ce prix plus haut, on le regarde également, alors tu vas voir, ça c'est assez alléchant. On est sur un pari qu'Ethereum sera à la fin de la semaine prochaine majoritairement entre 3000 et 3800 $, ce qui représente quand même une hausse d'environ 14 à 44% sur ETH. Donc on est vraiment sur un pari à l'heure actuelle des très grosses whales, qu'on va avoir une rupture autant sur Bitcoin que sur ETH à la hausse qui va être extrêmement violente. Au niveau d'ETH, on le voit clairement, hein. On voit au niveau de ce range ici qu'on a eu une accumulation qui était très longue avec une sortie de range qui malheureusement a été ravalée à cause de cette panique Iran-Israël. C'est pas une baisse qui était due à une manipulation et réintègre et on va aller en dessous. Pour moi, pas du tout. Il y a clairement une accumulation là-dedans qui est nette, précise,
pour avoir une sortie qui sera plus haute sur Ethereum, avec au moins un retour ici dans l'imbalance au niveau des 3200 $, mais j'attends un Ethereum qui sera plus haut. Ou, je peux pas vous le dire, c'est réservé au club privé, mais de nouveau, la section commentaires est ouverte, je vous laisse me dire votre avis, jusqu'où selon vous va aller Ethereum. Et si on finit par une légère analyse technique de Bitcoin, chose qu'on ne peut ne prendre qu'à la fin d'une vidéo, parce que je le rappelle, tous ceux qui commencent par analyser le prix ont complètement tort. Le prix n'est que le reflet de ce qui se passe avant, c'est-à-dire les liquidités, les analyses financières, la macroéconomie. Ceci n'est que la conséquence de tout ce qu'on vient de voir avant dans cette vidéo et tout ce que j'explique vidéo après vidéo, semaine après semaine sur cette chaîne. Et donc si on fait une petite analyse technique de ce qui se passe sur Bitcoin, c'est clairement sans appel. On vient faire un léger plus haut, on retrace, on complète les plus hauts qui sont juste ici, on a une grosse accumulation qui se fait, et ça c'est inhérent justement à un marché haussier. Si on vient en daily, on peut voir que suite à la chasse à la liquidité des lots qui étaient juste ici, ici, ici et ici, qui par ailleurs ont été retestés et qui a donné lieu à une réjection haussière de Bitcoin directement, signe qu'on est venu juste prendre la liquidité et non pas se retourner, on a toujours une tendance qui est haussière. On a eu uniquement un retracement sur la panique Iran-Israël, on le répète, un retracement qui est venu se caler juste ici dans une zone d'imbalance en 15 minutes que je ne vais pas afficher là mais qui est juste ici. Pour ceux qui sont friands d'analyse technique et puis de retracement de Fibonacci, on voit également que la zone de retracement optimale qui se situe toujours entre les 0,79 et les 0,88 a été retestée pile poil et a donné lieu à un renvoi haussier de Bitcoin. Donc Bitcoin maintient totalement ces structures qui sont haussières, maintient totalement les précédents tops dans lesquels on a encore et toujours un renvoi du prix, on a une grosse accumulation ici qui se fait, et au niveau des liquidations, on a surtout quelque chose qui est sans appel. Au niveau des liquidations, comme tu peux voir, bah là ça grouille, je veux dire ça se passe de commentaires, hein. Ça grouille beaucoup plus haut, et on commence directement ici au niveau des 111 000 quasiment à un nouvel ATH, et ça va jusqu'aux 120 000, 130 000. Donc une fois qu'on va rompre ceci, on sera en mode price discovery, on aura bien accumulé dans toute cette zone du top ici, donc on risque d'avoir une rupture à la hausse qui sera extrêmement forte. Rappelez-vous, Bitcoin et les cryptos sont les maîtres pour poser des mouvements qui sont inattendus. On le rappelle, juste ici, entre le 9 avril et le 23 mai, on a eu une hausse sur Bitcoin d'environ 50% en à peine 47 jours. Dites-vous bien que fin juin, c'est dans 15 jours. Donc on pourrait tout à fait avoir la moitié de ce mouvement ici en 15 jours, c'est-à-dire à peu près 25% en 15 jours, ce qui propulserait Bitcoin à 134 000 $. Si on fait la moitié de ce qu'on a fait ici, ça propulse pour fin juin Bitcoin à 134 000 $, et c'est tout à fait possible. On l'a fait juste là. Donc on reste à l'affût, on va regarder les données qui sortent ces prochaines semaines pour pouvoir déterminer si justement, si on est ici, où est-ce que Bitcoin va aller, parce que je le rappelle, je le dis toujours au groupe privé, un très bon analyste ne peut pas vous dire ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre des probabilités liées à la cyclicité, liées à la liquidité, pour sortir le meilleur scénario. Par contre, là où on peut voir extrêmement bien, c'est sur les 2, 3, 4, 5 prochaines semaines, et c'est exactement le travail que je fais pour tout le monde, mais surtout pour la communauté privée. Donc on reste à l'affût, on se revoit mercredi pour une prochaine vidéo. C'était Trade, bonne journée.